Vous savez ce qui me brise le cœur, vraiment, ce qui me touche profondément, quand je reçois des femmes dans mon cabinet depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas la souffrance brute, ce n'est pas les larmes, ce n'est pas même la colère. Ce qui me brise le cœur, c'est ce regard vide que j'ai vu des centaines de fois, ce regard d'une femme qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui se demande comment elle en est arrivée là, comment un homme qu'elle aimait, qu'elle respectait, qu'elle avait choisi, a peu à peu cessé de la regarder comme si elle existait vraiment. Et ce regard, je ne peux pas l'oublier, je ne veux pas l'oublier parce que c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que personne ne vous a dit clairement, quelque chose que les magazines évitent parce que c'est trop direct, quelque chose que vos amis n'osent pas vous dire parce qu'elles ont peur de vous blesser. Je vais vous parler des 6 comportements qui font perdre le respect d'un homme immédiatement, pas graduellement, pas avec le temps, immédiatement. Ce qui me brise le cœur, c'est ce regard vide que j'ai vu des centaines de fois, ce regard d'une femme qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui se demande comment elle en est arrivée là. Comment un homme qu'elle aimait, qu'elle respectait, qu'elle avait choisi, a peu à peu cessé de la regarder comme si elle existait vraiment. Et ce regard, je ne peux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier parce que c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que personne ne vous a dit clairement, quelque chose que les magazines évitent parce que c'est trop direct, quelque chose que vos amis n'osent pas vous dire parce qu'elles ont peur de vous blesser. Je vais vous parler des 6 comportements qui font perdre le respect d'un homme immédiatement, pas graduellement, pas avec le temps, immédiatement. Et je vais vous dire quelque chose d'important avant de commencer. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une critique de qui vous êtes. C'est une invitation à comprendre quelque chose de fondamental sur la psychologie masculine, sur la dynamique des relations et sur votre propre pouvoir, un pouvoir que vous avez peut-être oublié ou qu'on vous a appris à ne pas utiliser. Parce que vous êtes des femmes extraordinaires, vous avez traversé des choses que la plupart des hommes ne pourraient même pas imaginer. Vous avez élevé des enfants, géré des familles, supporté des pressions professionnelles, émotionnelles, sociales, tout en restant debout. Et malgré tout ça, on vous a souvent fait croire que vous étiez moins que les hommes. Permettez-moi de vous dire avec toute la conviction que j'ai accumulée en 3 décennies de pratique clinique, c'est absolument faux. Mais voilà le paradoxe cruel, même les femmes les plus fortes, les plus intelligentes, les plus capables, tombent parfois dans des comportements qui sabotent leurs relations sans même s'en rendre compte. À ne pas utiliser, parce que vous êtes des femmes extraordinaires, vous avez traversé des choses que la plupart des hommes ne pourraient même pas imaginer. Vous voyez, élever des enfants, gérer des familles, supporter des pressions professionnelles, émotionnelles, sociales, tout en restant debout. Et malgré tout ça, on vous a souvent fait croire que vous étiez moins que les hommes. Permettez-moi de vous dire, avec toute la conviction que j'ai accumulée en 3 décennies de pratique clinique, c'est absolument faux. Mais voilà le paradoxe cruel. Même les femmes les plus fortes, les plus intelligentes, les plus capables, tombent parfois dans des comportements qui sabotent leurs relations sans même s'en rendre compte. Et ces comportements, ils ne viennent pas d'une faiblesse. Ils viennent souvent d'un excès d'amour, d'une peur trop grande de perdre, d'une anxiété qui prend le contrôle au moment où on n'en a plus besoin de garder sa tête froide. Imaginez une scène que vous connaissez peut-être. Une femme appelons-la Marie, 47 ans, 2 enfants adolescents, une carrière qui marche bien, une vie qui ressemble à ce qu'elle avait planifié. Et pourtant, depuis quelques mois, elle sent que quelque chose a changé avec son mari. Il rentre plus tard, il répond moins aux messages, il est là physiquement mais absent autrement. Elle le sent, cette femme. Elle le sent dans ses tripes parce que les femmes ont cette intelligence émotionnelle extraordinaire que la science a maintenant prouvé de manière irréfutable. Elle sent que quelque chose ne va pas. Et alors, que fait-elle? Elle fait ce que n'importe quelle personne aimante ferait. Elle essaie de comprendre, elle pose des questions, elle cherche des réponses, elle s'adapte, elle s'efface un peu. Elle essaie d'être plus disponible, plus douce, plus patiente et sans le savoir, sans le vouloir, elle commence à adopter exactement les comportements qui vont accélérer ce qu'elle essaye d'éviter. C'est ça le piège. C'est ça la tragédie que je vois se répéter encore et encore. Imaginez une scène que vous connaissez peut-être, une femme, appelons-la Marie, 47 ans, 2 enfants adolescents, une carrière qui marche bien, une vie qui ressemble à ce qu'elle avait planifié. Et pourtant, depuis quelques mois, elle sent que quelque chose a changé avec son mari. Il rentre plus tard, il répond moins aux messages, il est là physiquement mais absent autrement. Elle le sent, cette femme. Elle le sent dans ses tripes parce que les femmes ont cette intelligence émotionnelle extraordinaire que la science a maintenant prouvé de manière irréfutable. Elle sent que quelque chose ne va pas.
Et alors, que fait-elle? Elle fait ce que n'importe quelle personne aimante ferait, elle essaie de comprendre, elle pose des questions, elle cherche des réponses, elle s'adapte, elle s'efface un peu. Elle essaye d'être plus disponible, plus douce, plus patiente, et sans le savoir, sans le vouloir, elle commence à adopter exactement les comportements qui vont accélérer ce qu'elle essaye d'éviter. C'est ça le piège. C'est ça la tragédie que je vois se répéter encore et encore. Et c'est pour ça que vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, parce que ce que je vais vous révéler pourrait changer non seulement votre relation, mais votre façon de vous percevoir vous-même. Votre façon d'occuper l'espace dans votre vie, votre façon d'être vu et désiré par l'homme qui partage votre quotidien. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si ce que vous entendez résonne avec vous, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, si vous sentez que cette conversation vous parle directement, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu que vous trouverez dans n'importe quel magazine ou blog. C'est le résultat de 30 ans de travail clinique, de recherche sérieuse et d'une passion sincère pour aider les femmes à vivre des relations où elles sont vraiment vues, vraiment respectées, vraiment désirées. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer parce que chaque semaine, je partage des outils concrets qui peuvent transformer votre vie relationnelle. Et maintenant, revenons à ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur la psychologie masculine avant que nous entrions dans le vif du sujet. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si ce que vous entendez résonne avec vous, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, si vous sentez que cette conversation vous parle directement, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu que vous trouverez dans n'importe quel magazine ou blog. C'est le résultat de 30 ans de travail clinique, de recherche sérieuse et d'une passion sincère pour aider les femmes à vivre des relations où elles sont vraiment vues, vraiment respectées, vraiment désirées. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer parce que chaque semaine, je partage des outils concrets qui peuvent transformer votre vie relationnelle. Et maintenant, revenons à ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur la psychologie masculine avant que nous entrions dans le vif du sujet. Les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité neurobiologique et psychologique. Les hommes sont en grande partie des créatures qui répondent à des signaux. Ils sont attirés et maintenus dans une relation non pas uniquement par l'amour, mais par quelque chose de plus primitif, de plus instinctif, le respect. Et je dis bien le respect, pas la peur, pas la soumission, pas la flatterie. Le respect authentique qui naît quand ils perçoivent en vous une personne qui a une valeur propre, une identité solide, une vie qui ne dépend pas entièrement d'eux pour exister. Quand un homme perd le respect pour une femme, et j'utilise ce mot délibérément parce que c'est exactement ce qui se passe, quelque chose change dans sa façon de la voir. Ce n'est pas qu'il l'aime moins nécessairement au début, c'est qu'il commence à la percevoir différemment. Il la voit comme quelqu'un de prévisible, de non menaçant, dans le bon sens du terme, de confortable mais pas excitant. Et progressivement, l'attraction diminue, l'intérêt s'effrite, et ce vide que vous sentez dans la relation, ce vide que Marie sentait, ce vide que peut-être vous sentez vous-même en ce moment, ce vide commence à s'effriter. Et je dis bien le respect, pas la peur, pas la soumission, pas la flatterie. Le respect authentique qui naît quand ils perçoivent en vous une personne qui a une valeur propre, une identité solide, une vie qui ne dépend pas entièrement d'eux pour exister. Quand un homme perd le respect pour une femme, et j'utilise ce mot délibérément parce que c'est exactement ce qui se passe, quelque chose change dans sa façon de la voir. Ce n'est pas qu'il l'aime moins nécessairement au début, c'est qu'il commence à la percevoir différemment. Il la voit comme quelqu'un de prévisible, de non menaçant dans le bon sens du terme, de confortable mais pas excitant. Et progressivement, l'attraction diminue, l'intérêt s'effrite et ce vide que vous sentez dans la relation, ce vide que Marie sentait, ce vide que peut-être vous sentez vous-même en ce moment, ce vide commence à s'étendre. Creuser. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire peur, mais que vous devez entendre. Si vous continuez à adopter ces comportements dont je vais vous parler, si vous ne prenez pas conscience de ces dynamiques et si vous ne commencez pas à les changer, il y a une réalité que vous devez envisager.
Votre homme, qu'il soit votre mari actuel, votre partenaire ou l'homme que vous voulez reconquérir, pourrait trouver ailleurs ce qu'il ne trouve plus chez vous. Et ce n'est pas une menace, c'est une réalité statistique que je vois dans mon cabinet tous les jours. Les hommes qui quittent leur femme ne le font pas toujours parce qu'ils ont trouvé quelqu'un de plus jeune ou de plus belle. Ils le font parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur donne une sensation qu'ils avaient perdue. Une sensation de désir, d'admiration, de respect mutuel. Et pendant que vous attendez, pendant que vous espérez que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes, pendant que vous vous dites que ça va passer, que vous avez trop investi pour tout perdre maintenant, lui, il continue. Si vous continuez à adopter ces comportements dont je vais vous parler, si vous ne prenez pas conscience de ces dynamiques et si vous ne commencez pas à les changer, il y a une réalité que vous devez envisager. Votre homme, qu'il soit votre mari actuel, votre partenaire ou l'homme que vous voulez reconquérir, pourrait trouver ailleurs ce qu'il ne trouve plus chez vous. Et ce n'est pas une menace, c'est une réalité statistique que je vois dans mon cabinet tous les jours. Les hommes qui quittent leur femme ne le font pas toujours parce qu'ils ont trouvé quelqu'un de plus jeune ou de plus belle. Ils le font parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur donne une sensation qu'ils avaient perdue, une sensation de désir, d'admiration, de respect mutuel. Et pendant que vous attendez, pendant que vous espérez que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes, pendant que vous vous dites que ça va passer, que vous avez trop investi pour tout perdre maintenant, lui continue sa vie. Et si vous ne faites rien, si vous ne changez pas ses comportements aujourd'hui, vous risquez de vous retrouver un jour face à une vérité brutale. Il a refait sa vie et il est heureux avec quelqu'un d'autre. Et vous, vous êtes là à vous demander ce que vous auriez pu faire différemment. Cette pensée vous fait quelque chose, n'est-ce pas? Bien. Parce que cette douleur que vous ressentez en ce moment, c'est exactement l'énergie dont vous avez besoin pour prendre les décisions qui vont changer votre vie. Maintenant, imaginez le scénario inverse. Imaginez que dans 6 mois, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez compris, que vous avez changé, que vous avez repris le contrôle de votre vie relationnelle. Imaginez que l'homme dans votre vie vous regarde différemment, qu'il y a des nouveaux cette étincelle dans ses yeux quand vous entrez dans une pièce, que vous sentez de nouveau ce frisson d'être vraiment désiré, vraiment respecté, vraiment choisi. Tout ça est possible. Et ça commence maintenant avec ce que je vais vous partager. Alors parlons du premier comportement qui fait perdre le respect d'un homme immédiatement. Et vous, vous êtes là à vous demander ce que vous auriez pu faire différemment. Cette pensée vous fait quelque chose, n'est-ce pas? Bien. Parce que cette douleur que vous ressentez en ce moment, c'est exactement l'énergie dont vous avez besoin pour prendre les décisions qui vont changer votre vie. Maintenant, imaginez le scénario inverse. Imaginez que dans 6 mois, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez compris, que vous avez changé, que vous avez repris le contrôle de votre vie relationnelle. Imaginez que l'homme dans votre vie vous regarde différemment, qu'il y a de nouveau cette étincelle dans ses yeux quand vous entrez dans une pièce, que vous sentez de nouveau ce frisson d'être vraiment désiré, vraiment respecté, vraiment choisi. Tout ça est possible et ça commence maintenant avec ce que je vais vous partager. Alors parlons du premier comportement qui fait perdre le respect d'un homme immédiatement. Et je veux que vous vous prépariez parce que ce premier comportement est probablement le plus répandu, le plus insidieux et le plus difficile à reconnaître en soi-même. C'est l'excès de disponibilité émotionnelle non réciproque. Je sais que ça semble complexe dit comme ça. Alors laissez-moi vous expliquer avec une image très concrète. Vous connaissez ce sentiment quand vous avez faim et que vous pensez à votre plat préféré. Cette anticipation, ce désir, cette envie qui monte. Maintenant, imaginez qu'on vous mette ce plat devant vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quantité illimitée, sans que vous ayez jamais à faire le moindre effort pour l'obtenir. Au bout d'un moment, même le meilleur plat du monde devient banal. Vous cessez de le désirer parce qu'il est toujours là, disponible, accessible, sans effort. C'est exactement ce qui se passe quand une femme est émotionnellement disponible à tout moment, pour tout, sans condition, sans réciprocité. Les femmes ont une capacité extraordinaire à donner de l'amour, à être présentes, à anticiper les besoins des autres. C'est une qualité magnifique. Mais quand cette qualité n'est pas équilibrée par un sens de sa propre valeur, par des limites claires, par une vie qui existe indépendamment de la relation, elle se transforme en quelque chose qui érode progressivement. Vous connaissez ce sentiment quand vous avez faim et que vous pensez à votre plat préféré, cette anticipation, ce désir, cette envie qui monte. Maintenant, imaginez qu'on vous mette ce plat devant vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quantité illimitée, sans que vous ayez jamais à faire le moindre effort pour l'obtenir. Au bout d'un moment, même le meilleur plat du monde devient banal.
Vous cessez de le désirer parce qu'il est toujours là, disponible, accessible sans effort. C'est exactement ce qui se passe quand une femme est émotionnellement disponible à tout moment, pour tout, sans condition, sans réciprocité. Les femmes ont une capacité extraordinaire à donner de l'amour, à être présentes, à anticiper les besoins des autres. C'est une qualité magnifique. Mais quand cette qualité n'est pas équilibrée par un sens de sa propre valeur, par des limites claires, par une vie qui existe indépendamment de la relation, elle se transforme en quelque chose qui érode progressivement. L'attraction masculine. J'ai travaillé avec une patiente, Sophie, 52 ans, qui m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, je lui donnais tout, absolument tout, mon temps, mon énergie, mon attention, et plus je lui donnais, moins il semblait me voir. Et elle avait raison. Plus elle donnait sans que lui ne ressente le besoin de mériter cet amour, moins il le valorisait. Ce n'est pas parce que son mari était un mauvais homme. C'est parce que la psychologie humaine masculine en particulier fonctionne ainsi. On valorise ce qu'on doit mériter, ce qu'on doit gagner, ce qui n'est pas entièrement acquis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Commencez à créer de l'espace dans votre disponibilité, pas de manière artificielle ou manipulatrice. Non, je ne vous parle pas de jeu. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus réel. Réinvestissez votre propre vie. Retrouvez vos passions, vos amis, vos projets personnels. Soyez présente quand vous êtes présente, mais ayez une vie qui vous rend parfois indisponible. Elle m'a dit, je lui donnais tout, absolument tout, mon temps, mon énergie, mon attention, et plus je lui donnais, moins il semblait me voir. Et elle avait raison. Plus elle donnait sans que lui ne ressente le besoin de mériter cet amour, moins il le valorisait. Ce n'est pas parce que son mari était un mauvais homme. C'est parce que la psychologie humaine, masculine en particulier, fonctionne ainsi. On valorise ce qu'on doit mériter, ce qu'on doit gagner, ce qui n'est pas entièrement acquis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Commencez à créer de l'espace dans votre disponibilité, pas de manière artificielle ou manipulatrice. Non, je ne vous parle pas de jeu. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus réel. Réinvestissez votre propre vie. Retrouvez vos passions, vos amis, vos projets personnels. Soyez présente quand vous êtes présente, mais ayez une vie qui vous rend parfois indisponible. Parce que cette indisponibilité authentique, celle qui vient d'une vie pleine et riche, est l'un des signaux les plus puissants que vous pouvez envoyer à un homme pour lui rappeler que vous êtes quelqu'un qui a une valeur propre, quelqu'un qui doit continuer à choisir activement. Et permettez-moi de vous poser une question qui mérite que vous y réfléchissiez vraiment. Quand avez-vous fait quelque chose pour vous, uniquement pour vous, sans penser à votre partenaire, à vos enfants, à votre famille? Si vous avez du mal à répondre à cette question, c'est un signal important parce que votre bonheur, votre épanouissement personnel n'est pas seulement bon pour vous. Il est fondamental pour la santé de votre relation. Passons maintenant au deuxième comportement et celui-ci est peut-être encore plus douloureux à reconnaître parce qu'il vient d'un endroit d'amour profond et de peur légitime. C'est la validation constante, le besoin de réassurance permanente. Je vais vous décrire une scène que vous connaissez peut-être. Votre partenaire rentre à la maison, il est distant, préoccupé, il répond par monosyllabe. Et immédiatement, quelque chose se déclenche en vous. Et permettez-moi de vous poser une question qui mérite que vous y réfléchissiez vraiment. Quand avez-vous fait quelque chose pour vous, uniquement pour vous, sans penser à votre partenaire, à vos enfants, à votre famille? Si vous avez du mal à répondre à cette question, c'est un signal important. Parce que votre bonheur, votre épanouissement personnel n'est pas seulement bon pour vous, il est fondamental pour la santé de votre relation. Passons maintenant au deuxième comportement et celui-ci est peut-être encore plus douloureux à reconnaître parce qu'il vient d'un endroit d'amour profond et de peur légitime. C'est la validation constante, le besoin de réassurance permanente. Je vais vous décrire une scène que vous connaissez peut-être. Votre partenaire rentre à la maison, il est distant, préoccupé, il répond par monosyllabe. Et immédiatement, quelque chose se déclenche en vous. Vous commencez à analyser, à chercher ce que vous avez pu faire, à vous demander s'il est fâché contre vous, s'il pense à quelqu'un d'autre, si vous avez dit quelque chose de travers. Et alors vous commencez à chercher des signes de réassurance. Vous posez des questions, vous cherchez à provoquer une réaction, vous avez besoin de savoir que tout va bien, que vous êtes toujours aimé, que votre place est sécurisée. Je comprends ce comportement. Je le comprends profondément parce que je sais d'où il vient. Il vient souvent d'une histoire d'attachement anxieux, d'expériences passées où l'amour n'était pas stable, où on pouvait être aimé un jour et rejeté le lendemain. Il vient d'une blessure profonde que vous portez peut-être depuis l'enfance et cette blessure mérite d'être soignée, pas ignorée.
Mais voici la réalité cruelle. Ce comportement de recherche de réassurance constante produit exactement l'effet opposé à celui que vous cherchez. Quand un homme voit une femme qui a constamment besoin d'être rassurée, qui ne peut pas tolérer l'incertitude, qui a besoin de valider en permanence la solidité de la relation, il ne ressent pas plus d'amour. Vous posez des questions, vous cherchez à provoquer une réaction, vous avez besoin de savoir que tout va bien, que vous êtes toujours aimé, que votre place est sécurisée. Je comprends ce comportement, je le comprends profondément parce que je sais d'où il vient. Il vient souvent d'une histoire d'attachement anxieux, d'expériences passées où l'amour n'était pas stable, où on pouvait être aimé un jour et rejeté le lendemain. Il vient d'une blessure profonde que vous portez peut-être depuis l'enfance et cette blessure mérite d'être soignée, pas ignorée. Mais voici la réalité cruelle. Ce comportement de recherche de réassurance constante produit exactement l'effet opposé à celui que vous cherchez. Quand un homme voit une femme qui a constamment besoin d'être rassurée, qui ne peut pas tolérer l'incertitude, qui a besoin de valider en permanence la solidité de la relation, il ne ressent pas plus d'amour. Il ressent quelque chose de différent. Il ressent une pression. Et les hommes, neurologiquement et psychologiquement, fuient la pression. Pas parce qu'ils sont lâches, mais parce que leur cerveau interprète cette pression comme une menace à leur liberté, à leur espace, à leur identité propre. Et quand un homme commence à associer votre présence à une sensation de pression et d'obligation, quelque chose se dégrade dans son attraction pour vous. La femme qui respecte vraiment un homme et qui se respecte elle-même est capable de tolérer l'incertitude. Elle est capable de dire, il est distant aujourd'hui, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, peut-être qu'il a besoin d'espace, et moi j'ai ma propre vie, mes propres ressources émotionnelles, je n'ai pas besoin qu'il me rassure constamment pour me sentir bien dans ma peau. Cette femme-là, elle est magnétique parce qu'elle projette quelque chose de rare et de précieux, la sécurité intérieure, et je veux vous dire quelque chose d'important ici. Développer cette sécurité intérieure, ce n'est pas prétendre que vous n'avez pas besoin d'amour ou de connexion, bien sûr que vous en avez besoin, nous en avons tous besoin. C'est une nécessité humaine fondamentale. Et quand un homme commence à associer votre présence à une sensation de pression et d'obligation, quelque chose se dégrade dans son attraction pour vous. La femme qui respecte vraiment un homme et qui s'est respectée elle-même est capable de tolérer l'incertitude. Elle est capable de dire, il est distant aujourd'hui, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, peut-être qu'il a besoin d'espace, et moi j'ai ma propre vie, mes propres ressources émotionnelles, je n'ai pas besoin qu'il me rassure constamment pour me sentir bien dans ma peau. Cette femme-là, elle est magnétique parce qu'elle projette quelque chose de rare et de précieux, la sécurité intérieure. Et je veux vous dire quelque chose d'important ici. Développer cette sécurité intérieure, ce n'est pas prétendre que vous n'avez pas besoin d'amour ou de connexion. Bien sûr que vous en avez besoin, nous en avons tous besoin, c'est une nécessité humaine fondamentale. Mais il y a une différence entre avoir besoin d'amour et avoir besoin de validation constante pour vous sentir entière. La première est une beauté humaine, la seconde est une fragilité qui peut saboter vos relations. Alors voici ce que je vous propose concrètement. La prochaine fois que vous sentez cette anxiété monter, cette envie de chercher une réassurance, faites une pause, respirez et posez-vous cette question, est-ce que j'ai vraiment une raison objective de m'inquiéter ou est-ce mon anxiété qui parle? Et si c'est votre anxiété, redirigez cette énergie vers quelque chose qui vous nourrit. Appelez une amie, faites quelque chose que vous aimez, rappelez-vous de qui vous êtes en dehors de cette relation. Parce que vous êtes quelqu'un de complet, de précieux, de remarquable, indépendamment de la façon dont un homme vous regarde à un moment donné. Voilà une question qui mérite votre attention. Savez-vous ce qui rend une femme irrésistible aux yeux d'un homme, même après des années de relation? Ce n'est pas sa beauté physique, ce n'est pas son intelligence. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant, et je vais vous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, continuons avec le troisième comportement. Le troisième comportement qui fait perdre le respect d'un homme immédiatement, c'est la critique constante et le contrôle excessif. Et je sais déjà ce que certaines d'entre vous pensent. Et posez-vous cette question, est-ce que j'ai vraiment une raison objective de m'inquiéter ou est-ce mon anxiété qui parle? Et si c'est votre anxiété, redirigez cette énergie vers quelque chose qui vous nourrit. Appelez une amie, faites quelque chose que vous aimez, rappelez-vous de qui vous êtes en dehors de cette relation. Parce que vous êtes quelqu'un de complet, de précieux, de remarquable, indépendamment de la façon dont un homme vous regarde à un moment donné. Voilà une question qui mérite votre attention. Savez-vous ce qui rend une femme irrésistible aux yeux d'un homme même après des années de relation? Ce n'est pas sa beauté physique, ce n'est pas son intelligence. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant, et je vais vous en parler dans quelques instants.
Mais d'abord, continuons avec le troisième comportement. Le troisième comportement qui fait perdre le respect d'un homme immédiatement, c'est la critique constante et le contrôle excessif. Et je sais déjà ce que certaines d'entre vous pensent. Vous pensez, mais Christophe, si je le critique, c'est parce qu'il le mérite, c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est parce que j'ai essayé de lui parler gentiment et ça n'a pas marché. Et peut-être que vous avez raison sur le fond, peut-être que votre partenaire fait effectivement des choses qui méritent d'être corrigées. Mais la question n'est pas de savoir si vous avez raison. La question est de savoir si votre façon de communiquer produit les résultats que vous voulez. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fascinant sur le cerveau masculin sous la critique. Quand un homme est critiqué de manière répétée par sa partenaire, son cerveau active les mêmes zones neuronales que quand il est en situation de danger. Littéralement, la critique chronique est perçue par le système nerveux masculin comme une menace à son intégrité, à sa compétence, à sa valeur en tant qu'homme. Et face à cette menace, il a deux options, se défendre ou se retirer. Et la plupart des hommes choisissent de se retirer, pas physiquement nécessairement, mais émotionnellement. Ils construisent un mur, ils deviennent moins présents, moins connectés, moins disponibles. Et vous, de votre côté, vous voyez ce retrait et vous critiquez davantage parce que vous vous sentez ignoré. Et c'est le cercle vicieux infernal qui détruit tant de relations. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais exprimer vos besoins, vos insatisfactions, vos limites. Au contraire, la question est de savoir si votre façon de communiquer produit les résultats que vous voulez. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fascinant sur le cerveau masculin sous la critique. Quand un homme est critiqué de manière répétée par sa partenaire, son cerveau active les mêmes zones neuronales que quand il est en situation de danger. Littéralement, la critique chronique est perçue par le système nerveux masculin comme une menace à son intégrité, à sa compétence, à sa valeur en tant qu'homme, et face à cette menace, il a deux options, se défendre ou se retirer. Et la plupart des hommes choisissent de se retirer, pas physiquement nécessairement, mais émotionnellement. Ils construisent un mur, ils deviennent moins présents, moins connectés, moins disponibles. Et vous, de votre côté, vous voyez ce retrait et vous critiquez davantage parce que vous vous sentez ignoré. Et c'est le cercle vicieux infernal qui détruit tant de relations. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais exprimer vos besoins, vos insatisfactions, vos limites. Au contraire. Savoir exprimer clairement ce dont on a besoin est une compétence relationnelle fondamentale, mais il y a une différence énorme entre exprimer un besoin et critiquer une personne. La critique attaque l'identité. L'expression d'un besoin décrit une situation et propose une direction. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais rien dans cette maison, tu es ici responsable », vous pourriez dire « j'ai besoin qu'on se répartisse mieux les tâches parce que là je me sens débordé et ça crée de la tension ». Entre nous. Même fond, mais une approche totalement différente. La première version déclenche les défenses, la seconde ouvre une conversation. Et le contrôle excessif, permettez-moi d'en parler aussi, parce qu'il va souvent de pair avec la critique. Le contrôle excessif, c'est vérifier constamment où il est, qui il voit, ce qu'il fait. C'est remettre en question ses décisions, ses choix, ses façons de faire les choses. Et encore une fois, je comprends d'où ça vient. Ça vient souvent d'une peur profonde, d'une anxiété de l'abandon, d'expériences passées de trahison. Mais un homme qui se sent contrôlé ne ressent pas de l'amour, il ressent de l'étouffement. Et un homme qui se sent étouffé cherche de l'air ailleurs. La femme qui inspire le respect et le désir d'un homme, c'est celle qui lui fait confiance. Pas naïvement, pas en fermant les yeux sur des comportements problématiques, mais en lui accordant la présomption de bonne foi, en lui laissant l'espace d'être l'homme qu'il est sans avoir besoin de le surveiller et de le corriger constamment. Cette confiance est un cadeau immense et les hommes, inconsciemment, veulent se montrer dignes de ce cadeau. Permettez-moi de vous partager quelque chose de personnel ici. Dans ma propre vie, j'ai eu la chance d'être entouré de femmes extraordinaires, ma mère, mes sœurs, mes collègues. Et ce qui m'a le plus marqué chez les femmes que j'admire le plus profondément, ce n'est pas leur beauté, n'est pas leur intelligence, c'est leur capacité à faire confiance tout en restant lucide. C'est leur façon d'être à la fois ouverte et solide. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et inspiré. Alors voici votre défi pratique pour ce troisième comportement. Pendant une semaine, chaque fois que vous sentez l'envie de critiquer ou de contrôler, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Est-ce que j'exprime un besoin réel ou est-ce que j'exprime une peur? Si c'est une peur, explorez cette peur en vous-même d'abord. Parlez-en à une amie de confiance, à un thérapeute si nécessaire, mais ne déversez pas votre peur sur votre partenaire sous forme de critique. Parce que votre peur a besoin d'être soignée, pas projetée. Maintenant, voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre.
Je vais vous parler d'une étude fascinante que j'ai découverte il y a quelques années et qui a complètement confirmé ce que j'observais dans ma pratique clinique. Des chercheurs de l'Université de Californie ont suivi des centaines de couples sur plusieurs années et ont découvert que le facteur numéro 1 qui prédisait la durabilité et la satisfaction d'une relation n'était pas la compatibilité, ni la passion initiale, et ni même la communication. C'était ce qu'ils ont appelé le sentiment de respect mutuel. Les couples qui duraient, les couples qui restaient non seulement ensemble mais heureux ensemble, c'étaient ceux où chaque partenaire sentait que l'autre le respectait fondamentalement en tant que personne. Et ce respect, il se construisait ou se détruisait dans les petits moments quotidiens, dans les façons de parler, dans les façons de réagir, dans les façons d'occuper l'espace de la relation. Ce qui m'amène au quatrième comportement, et celui-ci est peut-être le plus contre-intuitif de tous, c'est l'abandon de soi au nom de la relation. Je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être du mal à entendre. Une femme qui s'efface complètement pour sa relation ne rend service ni à elle-même ni à son partenaire. Elle pense qu'elle se sacrifie par amour, elle pense qu'elle montre son dévouement, sa générosité, son engagement. Mais ce qu'elle fait en réalité, c'est priver son partenaire de la femme pour laquelle il était tombé amoureux. Pensez-y. Quand votre partenaire est tombé amoureux de vous, il n'est pas tombé amoureux d'une version effacée de vous-même. Il est tombé amoureux de vous avec vos passions, vos opinions, vos contradictions, votre façon unique de voir le monde. Il est tombé amoureux de cette étincelle qui vous rendait différente de toutes les autres femmes qu'il avait connues. Et quand vous abandonnez progressivement tout ça pour vous fondre dans la relation, pour vous adapter à lui, pour éviter les conflits, pour vous rendre indispensable, vous éteignez cette étincelle. Et lui, il cherche cette étincelle, pas nécessairement consciemment, mais il la cherche. J'ai traité des dizaines de couples en thérapie où l'homme m'a dit, avec une honnêteté désarmante, je l'aime, mais elle n'est plus la même femme que j'ai épousée. Et quand je creusais, quand j'explorais ce qu'il voulait dire, ce n'était pas qu'il voulait une femme plus jeune ou plus belle. C'était qu'il voulait retrouver cette présence, cette énergie, cette individualité que sa femme avait progressivement abandonnée. Et sa femme, de son côté, pensait qu'elle faisait tout bien, qu'elle se donnait entièrement, qu'elle était la partenaire idéale. Elle ne comprenait pas pourquoi ça ne suffisait pas. Le paradoxe magnifique de l'amour, c'est que plus vous vous appartenez à vous-même, plus vous êtes désirable pour l'autre. Plus vous avez une vie pleine, des passions propres, des opinions affirmées, une identité solide, plus vous représentez quelque chose pour votre partenaire. Vous représentez un mystère, une richesse, quelque chose qui ne peut pas entièrement posséder ou prévoir, et c'est exactement ce qui maintient le désir vivant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire reprendre contact avec qui vous étiez avant la relation. Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Quelles étaient vos passions ? Quels étaient vos rêves ? Ça veut dire investir du temps et de l'énergie dans votre propre développement, pas pour lui, pas pour la relation, mais pour vous. Ça veut dire avoir des opinions et les exprimer même quand elles diffèrent de celles de votre partenaire. Ça veut dire avoir des amis, des activités, des projets qui vous appartiennent entièrement. Et je veux vous dire quelque chose d'important ici, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse relationnelle. Une femme épanouie, une femme qui a une vie riche et pleine est infiniment plus présente, plus généreuse, plus aimante dans sa relation qu'une femme qui a tout sacrifié pour elle. Parce qu'elle donne à partir d'un lieu d'abondance, pas d'un lieu de manque. Voici une question qui mérite votre réflexion profonde. Si votre relation disparaissait demain, qui seriez-vous ? Avez-vous une identité, des passions, une vie qui existe indépendamment de votre partenaire ? Si la réponse vous met mal à l'aise, c'est un signal précieux. Pas pour vous culpabiliser, mais pour vous inviter à vous réinvestir dans votre propre existence. Continuons avec le cinquième comportement, et celui-ci est particulièrement délicat parce qu'il touche à quelque chose de très profond dans la psychologie féminine. C'est l'utilisation des émotions comme arme ou comme outil de manipulation. Et je veux être très clair sur ce que je veux dire par là, parce que je ne suis pas en train de dire que les femmes sont trop émotionnelles ou que les émotions sont un problème. Absolument pas. Les émotions sont une intelligence, elles sont une information précieuse sur ce que vous vivez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous importe. Mais il y a une différence entre exprimer une émotion authentiquement et utiliser une émotion pour obtenir quelque chose ou pour punir quelqu'un. Et cette différence, elle est cruciale dans la dynamique de respect d'une relation. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y a une différence entre dire « je suis blessé parce que tu as dit, parce que j'avais besoin de ton soutien et tu n'étais pas là pour moi » et passer 3 jours à bouder, à faire des sous-entendus, à soupirer. Ostensiblement pour que votre partenaire comprenne qu'il a fait quelque chose de mal sans que vous lui disiez clairement quoi.
La première est une communication émotionnelle adulte et courageuse, la seconde est une forme de manipulation émotionnelle passive, même si elle vient d'un endroit de vraie douleur. Les hommes, et je parle ici de manière générale avec toutes les nuances que ça implique, les hommes ont une tolérance relativement faible à ce qu'ils perçoivent comme de la manipulation émotionnelle. Quand ils sentent qu'ils sont manipulés, même subtilement, quelque chose s'efferme en eux. Ils perdent confiance, ils perdent le respect et ils commencent à se distancer émotionnellement pour se protéger. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ce comportement de manipulation émotionnelle indirecte vient souvent du fait que les femmes n'ont pas appris à exprimer leurs besoins directement. Elles ont grandi dans des environnements où l'expression directe d'un besoin était perçue comme de l'égoïsme ou de la faiblesse. Alors elles ont développé des stratégies indirectes pour obtenir ce dont elles avaient besoin. Et ces stratégies fonctionnaient peut-être avec certaines personnes dans certains contextes. Mais dans une relation intime avec un homme adulte, elle crée de la méfiance et du ressentiment. La femme qui inspire le respect profond d'un homme est celle qui dit clairement ce dont elle a besoin, ce qu'elle ressent, ce qui ne va pas, même quand c'est difficile, même quand elle a peur de la réaction. Parce que cette clarté, cette directe, cette authenticité courageuse est quelque chose que les hommes respectent profondément, même s'ils ne le disent pas toujours explicitement. Alors voici votre pratique concrète pour ce 5e comportement. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte liée à votre partenaire, avant de faire quoi que ce soit, prenez un moment pour identifier clairement ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Pas ce que lui a fait de mal, pas comment il aurait dû se comporter, mais ce dont vous avez besoin et ensuite exprimez-le directement avec des mots simples et clairs. Je me sens seul. J'ai besoin de plus de connexion avec toi, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Ces phrases simples, directes, vulnérables mais non manipulatrices sont infiniment plus puissantes que n'importe quelle stratégie indirecte. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui va peut-être vous choquer. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose que j'ai observé dans ma pratique et qui m'a profondément troublé la première fois que j'en ai pris conscience. Il y a des femmes qui sont tellement habituées à ne pas être vues, à ne pas être entendues, à ne pas avoir leur place, qu'elles ont développé des comportements de sabotage relationnel inconscient. Elles sabotent leur propre relation parce qu'une partie d'elles croit qu'elles ne méritent pas vraiment l'amour, que si un homme les aimait vraiment, il finira par les quitter de toute façon. Alors autant contrôler quand et comment ça arrive. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez en vous cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas vraiment d'être heureuse, que tôt ou tard tout le monde finit par partir? Si oui, je veux que vous sachiez quelque chose avec toute la conviction de mes 30 ans de pratique. Cette voix ment, elle ment parce qu'elle est le produit de blessures passées, pas de la réalité présente. Et vous pouvez changer ce récit, pas facilement, pas du jour au lendemain, mais vous pouvez le changer. Parlons maintenant du 6e et dernier comportement, celui qui synthétise en quelque sorte tous les autres. C'est l'absence de limites claires et assumées, et permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce comportement est peut-être le plus fondamental de tous. Les limites dans une relation ne sont pas des murs. Elles ne sont pas de l'hostilité ou du rejet. Les limites sont la définition de qui vous êtes, de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas, de ce qui vous respecte et de ce qui vous blesse. Et les limites sont l'une des expressions les plus profondes du respect de soi. Voici ce que j'ai observé encore et encore dans ma pratique. Les femmes qui n'ont pas de limites claires ou qui ont des limites mais ne les défendent pas sont perçues par les hommes comme des personnes dont on peut se passer. Pas consciemment, pas avec malveillance. Mais inconsciemment, un homme qui peut tout se permettre avec une femme sans jamais rencontrer de résistance, sans jamais entendre un non clair et ferme, commence à l'apercevoir comme quelqu'un qui n'a pas de valeur propre à défendre. Et quelqu'un qui n'a pas de valeur à défendre n'inspire pas le respect. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez une femme qui accepte que son partenaire lui parle de manière irrespectueuse, qui minimise ses propres besoins pour éviter les conflits, qui dit oui quand elle veut dire non parce qu'elle a peur de décevoir ou de provoquer une réaction négative. Chaque fois qu'elle fait ça, chaque fois qu'elle trahit ses propres limites pour maintenir une paix superficielle, elle envoie un message à son partenaire. Elle lui dit « tu peux me traiter comme ça ». Et son partenaire, même s'il ne s'en rend pas consciemment compte, intègre ce message et progressivement le respect diminue. A l'inverse, une femme qui dit clairement et calmement « je ne suis pas d'accord avec ça, ce comportement ne m'est pas acceptable, j'ai besoin que tu me parles différemment », cette femme envoie un message très différent.
Elle dit « j'ai une valeur que je défends ». Et un homme qui voit une femme défendre sa valeur avec calme et clarté, sans agressivité, sans hystérie, mais avec une fermeté tranquille, cet homme ressent quelque chose de puissant. Il ressent du respect. Et souvent quelque chose qui ressemble à une attraction renouvelée, parce que les limites sont séduisantes, et je sais que ça peut je scelle une femme qui sait ce qu'elle vaut, qui le défend avec grâce, qui n'a pas besoin de l'approbation de tout le monde pour se sentir bien dans sa peau. Cette femme est magnétique. Elle représente un défi dans le meilleur sens du terme. Elle représente quelqu'un qu'on doit mériter. Alors comment poser des limites concrètement? Commencez par identifier vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter dans une relation? Qu'est-ce qui vous blesse profondément? Une fois que vous avez identifié ces limites, commencez à les communiquer, pas avec colère, pas avec ultimatum dramatique, mais avec calme et clarté. Quand quelque chose ne va pas, dites-le. Quand vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Quand un comportement vous est inacceptable, dites-le clairement. Et voici la partie la plus importante, tenez vos limites. Parce qu'une limite qu'on ne tient pas n'est pas une limite, c'est une suggestion. Et les suggestions, on peut les ignorer, mais les limites claires et tenues, elles définissent le cadre de la relation. Elles définissent comment vous méritez d'être traité. Et elles invitent votre partenaire à être la meilleure version de lui-même avec vous. Je veux maintenant vous parler de quelque chose d'essentiel, quelque chose que j'appelle la révolution intérieure. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, tous ces 6 comportements, ils ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est le rapport que vous avez avec vous-même. Votre relation avec vous-même est le fondement de toutes vos relations avec les autres, et particulièrement avec votre partenaire. Quand vous n'avez pas de respect pour vous-même, vous ne pouvez pas inspirer le respect des autres. Quand vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pouvez pas projeter la confiance qui attire et maintient l'attraction masculine. Quand vous n'avez pas de limites claires avec vous-même, vous ne pouvez pas avoir de limites claires avec les autres. Tout commence et finit par le rapport que vous entretenez avec vous-même. Et je veux vous parler de quelque chose que la recherche en psychologie positive a mis en évidence de manière très claire. Les femmes qui ont un niveau élevé d'estime de soi ont des relations plus satisfaisantes, plus durables et plus passionnées. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une généralité vague, c'est une réalité empiriquement démontrée. L'estime de soi est le carburant de toute relation épanouie. Alors comment développer cette estime de soi? Je sais que c'est une question qui mérite toute une vie de réponse, mais laissez-moi vous donner quelques pistes concrètes qui viennent directement de ma pratique clinique et des recherches en psychologie. La première piste, c'est ce que j'appelle la pratique de la bienveillance envers soi-même. Nous sommes souvent notre propre critique la plus sévère. Nous nous disons des choses à nous-mêmes que nous ne dirions jamais à une amie, nous nous jugeons avec une dureté implacable. Et cette dureté, elle s'infiltre dans tous nos comportements relationnels. Commencez à vous parler comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément, avec gentillesse, avec compréhension, avec la reconnaissance que vous faites de votre mieux, avec ce que vous avez. La deuxième piste, c'est la pratique de la pleine conscience, le mindfulness. Et je ne vous parle pas de quelque chose de mystique ou de religieux. Je vous parle d'une pratique scientifiquement validée qui consiste à observer vos pensées et vos émotions sans vous y identifier complètement. Quand vous êtes capable d'observer votre anxiété sans en être submergé, quand vous êtes capable de voir vos peurs sans les laisser dicter vos comportements, vous retrouvez une liberté d'action extraordinaire. Et cette liberté se voit, elle se ressent, elle est attirante. La troisième piste, c'est la pratique de la gratitude envers vous-même. Pas la gratitude performative qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais une vraie reconnaissance de vos forces, de vos accomplissements, de votre résilience. Vous avez survécu à des choses difficiles. Vous avez fait des choses remarquables, vous avez une richesse intérieure que vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes trop occupé à voir vos manques, commencez à voir vos ressources. Et maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe de la séduction durable. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, les limites et l'identité propre, la sécurité intérieure, l'expression directe des émotions, tout ça converge vers quelque chose de fascinant. Les femmes qui maintiennent l'attraction et le respect de leur partenaire sur le long terme ne sont pas celles qui font le plus d'efforts pour plaire. Ce sont celles qui font le moins d'efforts pour plaire et le plus d'efforts pour être elles-mêmes. Il y a une distinction fondamentale ici que je veux que vous compreniez vraiment. Il y a une différence entre plaire à quelqu'un et l'attirer. Plaire à quelqu'un, ça peut se faire en s'adaptant, en s'effaçant, en donnant tout ce qu'il demande. Et peut-être que sur le court terme, ça fonctionne.
Peut-être que votre partenaire sera content, reconnaissant, affectueux. Mais sur le long terme, cette stratégie s'épuise parce que ce qu'elle crée, c'est de la confort, pas de l'attraction. Et le confort sans attraction, c'est l'amitié, pas l'amour romantique. L'attraction, c'est différent. L'attraction naît de la différence, de la surprise, de la perception d'une valeur qu'on n'a pas entièrement saisie. L'attraction naît quand vous êtes vous-même pleinement, sans vous excuser d'être qui vous êtes. L'attraction naît quand vous avez une vie qui vous appartient, des opinions qui vous définissent, des passions qui vous illuminent. L'attraction naît quand vous vous respectez assez pour défendre ce qui compte pour vous. Je veux vous raconter une histoire vraie que j'ai vécue dans mon cabinet il y a quelques années. J'avais une patiente, appelons-la Isabelle, 55 ans, mariée depuis 28 ans, qui venait me voir parce que son mari lui avait dit qu'il voulait divorcer. Elle était dévastée. Elle m'a dit qu'elle avait tout donné pour ce mariage, tout sacrifié, sa carrière, ses amis, ses passions. Elle s'était entièrement consacrée à lui et à leurs enfants. Et voilà le résultat. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois et au fil du travail, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Isabelle a commencé à se reconnecter à qui elle était avant le mariage. Elle a repris la peinture qu'elle avait abandonnée 20 ans plus tôt. Elle a retrouvé des amis qu'elle avait perdus de vue. Elle a commencé à exprimer des opinions qu'elle avait eues pendant des années. Elle a commencé à dire non à des choses qui ne lui convenaient pas. Et progressivement, quelque chose a changé dans sa façon d'occuper l'espace. Son mari, qui était en train de préparer le divorce, a commencé à la regarder différemment. Il a commencé à s'intéresser à nouveau à elle et lui a demandé de recommencer à peindre, de lui parler de ses projets. Et au bout de quelques mois, il lui a dit qu'il avait changé d'avis, qu'il voulait rester, que quelque chose en elle avait changé, qu'il retrouvait la femme dont il était tombé amoureux. Isabelle m'a dit quelque chose de magnifique lors de notre dernière séance. Elle m'a dit « Je n'ai pas changé pour lui, j'ai changé pour moi ». Et c'est exactement ça qui a tout changé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la psychologie à l'état pur. Maintenant, je veux aborder quelque chose que vous vous demandez peut-être depuis le début de cette conversation. Vous vous demandez peut-être « Mais Christophe, et si c'est trop tard? Et si mon mari est déjà parti? Et si la relation est déjà tellement abîmée que rien ne peut la sauver? Et s'il y a déjà quelqu'un d'autre ?» Je vais vous répondre avec toute l'honnêteté que vous méritez. Il y a des situations où une relation est effectivement terminée, où les deux personnes ont trop divergé, où la confiance est trop endommagée pour être reconstruite. Et dans ces cas-là, la chose la plus courageuse et la plus saine est d'accepter cette réalité et de se concentrer sur sa propre reconstruction. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Même dans ce cas, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui reste absolument pertinent. Parce que tout ce que je vous ai dit, les limites, l'identité propre, la sécurité intérieure, l'expression directe des émotions, tout ça n'est pas uniquement pour sauver votre relation actuelle. Tout ça est pour vous. Pour que vous soyez la femme la plus complète, la plus épanouie, la plus désirable que vous puissiez être. Pour votre prochaine relation, si la relation actuelle ne peut pas être sauvée. Pour votre relation avec vous-même, qui est la relation la plus importante de votre vie. Et si votre ex-mari refait sa vie avec quelqu'un d'autre, et c'est une douleur que je ne minimise pas, c'est une douleur réelle et profonde. La meilleure réponse que vous puissiez savoir n'est pas de vous effondrer ou de vous vaincre. La meilleure réponse est de devenir tellement épanouie, tellement lumineuse, tellement pleinement vous-même que vous n'aurez pas besoin de sa validation pour vous sentir entière. Et cette transformation, paradoxalement, est souvent ce qui crée une attraction plus puissante que tout ce que vous auriez pu faire en essayant de le récupérer directement. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'appelle la neurochimie du désir durable. Parce que je veux que vous compreniez ce qui s'est passé réellement dans le cerveau d'un homme quand il désire une femme sur le long terme. Pas au début d'une relation, quand la dopamine et l'ocytocine font leur travail naturel, mais après des années, quand cette chimie initiale s'est stabilisée. Les recherches en neurosciences des relations montrent quelque chose de fascinant. Le désir à long terme chez les hommes est maintenu par deux facteurs principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la nouveauté relative, c'est-à-dire la perception que leur partenaire continue d'évoluer, de surprendre, d'avoir des dimensions qu'ils n'ont pas encore entièrement explorées. Le second facteur, c'est le sentiment d'admiration, la perception que leur partenaire est quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui les inspire, quelqu'un dont ils sont fiers. Et ces deux facteurs, la nouveauté relative et l'admiration, sont directement liés à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Une femme qui continue à se développer, à avoir des passions, à évoluer, à avoir des opinions, une femme qui se respecte et qui défend ses limites. Cette femme crée naturellement les conditions de ces deux facteurs. Elle est toujours en train de révéler de nouvelles dimensions d'elle-même et elle inspire naturellement l'admiration parce qu'elle est quelqu'un de remarquable.
À l'inverse, une femme qui s'est effacée, qui a abandonné ses passions, qui cherche constamment la validation, qui n'a pas de limite, cette femme, aussi aimante et dévouée qu'elle soit, ne crée pas les conditions neurochimiques du désir durable. Elle crée les conditions du confort et de l'habitude. Et l'habitude, aussi douce soit-elle, n'est pas du désir. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très pratique que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Je l'appelle le protocole de la reconquête de soi et il comporte quelques étapes simples mais profondément transformatrices. La première étape, c'est l'inventaire de vous-même. Prenez un carnet et écrivez 3 choses. Qui étiez-vous avant votre relation actuelle? Quelle passion, quel rêve, quelle valeur vous définissez? Qu'avez-vous abandonné ou mis de côté depuis? Et qu'est-ce que vous voulez récupérer, retrouver ou peut-être découvrir pour la première fois? La deuxième étape, c'est ce que j'appelle le réengagement avec votre vie. Choisissez une chose, une seule chose que vous avez abandonnée et que vous aimez et réintroduisez-la dans votre vie cette semaine. Une activité physique, une pratique artistique, une sortie avec des amis, une lecture qui vous nourrit, une chose. Pas dit, pas un programme complet de transformation, une chose. Et faites-la avec plaisir pour vous sans vous justifier. La troisième étape, c'est ce que j'appelle la pratique du non bienveillant. Choisissez une situation cette semaine où vous diriez normalement oui par peur de décevoir et dites non. Calmement, gentiment, mais fermement. Observez ce qui s'est passé en vous. Observez ce qui se passe dans votre relation, vous serez peut-être surprise. La quatrième étape, c'est la pratique de l'expression directe. Choisissez un besoin que vous avez en ce moment dans votre relation et exprimez-le directement, clairement, sans manipulation, sans sous-entendu. Juste une phrase simple et honnête sur ce dont vous avez besoin. Et la cinquième étape, c'est la pratique de la présence à vous-même. Chaque jour, prenez 5 minutes pour vous asseoir en silence, pour respirer, pour vous demander comment vous allez vraiment. Pas comment va votre relation, pas comment vont vos enfants, pas comment va votre travail, comment allez-vous, vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce dont vous avez besoin. Cette pratique simple, régulière, est l'une des plus puissantes que je connaisse pour développer la sécurité intérieure et la connexion à soi-même. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que je le vois si souvent dans ma pratique et ça me touche profondément. Je veux vous parler de la honte. Parce que derrière beaucoup de ces comportements dont nous avons parlé, derrière l'excès de disponibilité, la recherche de validation, la critique et le contrôle, l'abandon de soi, la manipulation émotionnelle et l'absence de limites, derrière tout ça, il y a souvent une honte profonde et silencieuse. Une honte de ne pas être assez, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez jeune, pas assez mince, pas assez de quelque chose. Et cette honte, elle est le produit d'une culture qui a passé des siècles à dire aux femmes qu'elles devaient être d'une certaine façon pour mériter l'amour et la place dans le monde. Cette honte, elle n'est pas la vôtre. Elle vous a été donnée et vous pouvez la rendre. Je travaille beaucoup avec la notion de mindfulness, de pleine conscience, et une des choses les plus puissantes que j'ai apprises de cette pratique, c'est la capacité à observer nos pensées sans les croire, automatiquement. Quand cette voix intérieure vous dit que vous n'êtes pas assez, vous pouvez apprendre à l'observer sans lui obéir. Vous pouvez apprendre à dire « Tiens, voilà encore cette pensée, je la vois ». Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que je suis une femme complète, avec une valeur propre, avec une vie qui mérite d'être vécue pleinement. Et cette capacité à ne pas se laisser gouverner par ses pensées les plus limitantes, c'est une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Pas seulement pour votre relation, mais pour toute votre vie. Permettez-moi maintenant d'aborder quelque chose de très important que j'ai volontairement gardé pour ce moment de la conversation. Je veux vous parler du rôle de la communication dans le maintien du respect masculin. Parce que tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur les comportements à éviter, tout ça passe par la communication. Et la communication est un art qui s'apprend. Il y a une distinction fondamentale, une psychologie de la communication que j'utilise constamment dans ma pratique. C'est la distinction entre la communication défensive et la communication ouverte. La communication défensive, c'est celle qui vient de la peur. Elle est réactive, elle cherche à protéger, à attaquer ou à fuir. Elle utilise des formulations comme « tu fais toujours ça, tu ne m'écoutes jamais, c'est ta faute ». Ces formulations déclenchent immédiatement les défenses de l'autre et ferment la conversation. La communication ouverte, c'est celle qui vient d'un lieu de sécurité intérieure. Elle est proactive, elle cherche à connecter, à comprendre, à résoudre. Elle utilise des formulations comme « je me sens, j'ai besoin, je voudrais qu'on parle de ». Ces formulations ouvrent l'espace de la conversation et invitent l'autre à participer plutôt qu'à se défendre.
La différence entre ces deux modes de communication peut sembler simple et elle l'est en théorie. Mais en pratique, quand vous êtes blessé, quand vous êtes anxieuse, quand vous avez peur, votre cerveau va naturellement vers la communication défensive parce que c'est le mode de survie. Et c'est pour ça que travailler sur votre sécurité intérieure est si important. Plus vous êtes sécurisé en vous-même, plus vous pouvez accéder à la communication ouverte même dans les moments difficiles. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle la présence magnétique, parce que tout ce que nous avons dit jusqu'ici converge vers ce concept. La présence magnétique, c'est cette qualité que certaines femmes ont, cette qualité qui fait qu'elles attirent naturellement l'attention et le respect. Non pas parce qu'elles font quelque chose de particulier, mais parce qu'elles sont d'une certaine façon. Cette présence magnétique, elle n'est pas liée à la beauté physique. J'ai connu des femmes extraordinairement belles qui n'avaient pas cette présence. Et j'ai connu des femmes qui ne correspondaient pas au canon conventionnel de la beauté et qui avaient une présence tellement puissante qu'elles illuminaient n'importe quelle pièce. La présence magnétique vient de quelque chose d'intérieur. Elle vient de la connexion à soi-même, du respect de soi, de la plénitude de l'être. Et cette présence magnétique, elle se développe exactement de la façon dont nous avons parlé. Elle se développe en travaillant sur votre rapport à vous-même, en développant votre sécurité intérieure. En réinvestissant votre vie propre, en posant des limites claires, en exprimant vos besoins directement, en cessant de vous effacer. Voici une question que je vous pose souvent dans mon cabinet et qui provoque toujours une réflexion profonde. Si vous étiez un homme, tomberiez-vous amoureux de vous-même ? Pas de votre apparence physique, mais de votre façon d'être, de votre énergie, de votre présence, de la façon dont vous vous traitez vous-même et dont vous traitez les autres. Si la réponse est non, ou si elle vous met mal à l'aise, c'est une information précieuse sur le travail intérieur qui vous attend. Et je veux vous dire quelque chose avec toute la chaleur que j'ai pour vous, vous qui écoutez ceci en ce moment. Ce travail intérieur, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une liste de défauts à corriger, c'est une invitation à devenir la version la plus complète, la plus lumineuse, la plus authentique de vous-même. Et cette version de vous-même, elle existe déjà, elle a toujours existé. Elle a simplement été recouverte par les peurs, les blessures, les adaptations, les compromis. Et votre travail, c'est de la retrouver. Je veux maintenant vous parler d'un aspect que j'ai peut-être pas suffisamment abordé jusqu'ici et qui est pourtant crucial dans la dynamique du respect masculin. C'est la question du désir et de la sexualité. Parce que le respect et le désir ne sont pas séparés dans une relation intime, ils sont profondément interconnectés. Il y a une idée reçue très répandue qui dit que les hommes s'éparentent le sexe et les émotions, qui peuvent désirer une femme sans la respecter. Et il est vrai que certains hommes peuvent avoir des comportements qui semblent confirmer cette idée. Mais dans le cadre d'une relation intime durable, ce n'est pas la réalité. Dans une relation durable, le désir masculin est intimement lié au respect. Un homme qui ne respecte pas sa partenaire finit par ne plus la désirer vraiment. Et un homme qui la désire profondément, c'est souvent parce qu'il la respecte profondément. Et ce désir, il est nourri par exactement les mêmes choses dont nous avons parlé. La présence magnétique, l'identité propre, les limites claires, la sécurité intérieure. Un homme qui voit une femme qui se respecte, qui a une vie pleine, qui sait ce qu'elle vaut, qui n'a pas peur d'être elle-même. Cet homme est naturellement attiré. Parce que cette femme représente quelque chose de rare et de précieux dans un monde où beaucoup de gens ont perdu le contact avec leurs propres valeurs. Et je veux vous parler de quelque chose que j'appelle la réappropriation de votre sensualité. Parce que beaucoup de femmes, avec le temps, avec les grossesses, avec les années, avec les pressions quotidiennes, ont perdu le contact avec leur propre sensualité. Elles ne se sentent plus désirables. Elles ne se sentent plus dans leur corps de la même façon. Et cette déconnexion de leur propre sensualité est perceptible par leur partenaire, même inconsciemment. La réappropriation de votre sensualité ne passe pas par des régimes ou des chirurgies esthétiques. Elle passe par quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus accessible, le retour à votre corps. Prendre soin de votre corps avec plaisir, pas par obligation. Bouger, danser, marcher dans la nature. Porter des vêtements qui vous font vous sentir belle, pas ceux que vous pensez que vous devriez porter. Prendre du temps pour vous, pour votre bien-être physique et émotionnel. Tout ça contribue à cette connexion à votre propre sensualité qui est fondamentale pour maintenir l'attraction dans votre relation. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle le syndrome de la bonne élève parce que je le vois tellement souvent chez les femmes de votre génération. Les femmes qui ont grandi dans les années 60, intelligentes, ont souvent été élevées avec l'idée qu'il fallait être sage, obéissante, accommodante, qu'il ne fallait pas trop prendre de place, qu'il fallait mériter l'amour par le comportement, par la performance, par le service aux autres.
Et ces femmes ont appris à être de bonnes élèves dans la vie. Elles ont appris à faire ce qu'on attendait d'elles, à ne pas décevoir, à être irréprochables. Et ce syndrome de la bonne élève, il est épuisant. Et il est profondément dommageable pour les relations parce que personne ne tombe amoureux d'une performance. Personne ne désire un bulletin scolaire parfait. Les gens tombent amoureux de la vraie personne avec ses imperfections, ses contradictions, sa complexité, sa vie propre. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va peut-être vous libérer. Vous n'avez pas à mériter l'amour. L'amour n'est pas une récompense pour bonne conduite. L'amour est quelque chose que vous méritez simplement parce que vous existez, parce que vous êtes vous, avec toutes vos nuances et toutes vos complexités. Et la relation qui vous convient vraiment, la relation qui vous nourrit et vous respecte, c'est celle qui vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Je veux maintenant vous parler d'un outil très concret que j'utilise souvent en thérapie de couple et qui s'appelle la conversation des besoins. C'est un outil simple mais extraordinairement puissant pour reconstruire la connexion et le respect dans une relation. Voici comment ça fonctionne. Une fois par semaine, vous et votre partenaire prenez 30 minutes, sans téléphone, sans distraction, dans un endroit confortable. Et chacun à tour de rôle, vous répondez à 3 questions. La première question, qu'est-ce qui m'a rendu heureux cette semaine? La deuxième question, qu'est-ce qui a été difficile pour moi cette semaine? La troisième question, qu'est-ce dont j'ai besoin de toi cette semaine? Ces 3 questions simples créent un espace de connexion authentique. Elles invitent chaque partenaire à être vu et entendu. Elles créent de l'empathie et de la compréhension mutuelle et elles remplacent les reproches et les malentendus par une communication directe sur les besoins réels. Si votre partenaire est réticent à faire cet exercice, commencez seul, répondez à ces questions pour vous-même, clarifiez vos propres besoins et ensuite trouvez le moment et la façon de les exprimer à votre partenaire. Parce que même si votre partenaire ne participe pas activement à cet exercice, votre propre clarté sur vos besoins transformera la façon dont vous communiquez avec lui. Je veux maintenant vous parler d'un aspect très important que nous n'avons pas encore abordé directement, et c'est la question du vieillissement et de l'attractivité. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, dans cette tranche d'âge entre 45 et 60 ans, il y a une peur qui s'est installée, la peur de ne plus être désirable, la peur que le temps ait fait son travail et que vous ne puissiez plus rivaliser avec des femmes plus jeunes. La peur que votre corps qui a changé, qui a vécu, qui a porté des enfants et traversé des décennies, ne soit plus suffisamment attractif. Et je veux vous dire quelque chose avec toute la conviction de ma pratique clinique et des recherches que je connais. Cette peur est compréhensible, mais elle est fondée sur une prémisse fausse. La prémisse que l'attractivité est principalement physique et qu'elle diminue avec l'âge. Cette prémisse est fausse. Les recherches en psychologie de l'attraction montrent quelque chose de fascinant. Après 35 ans, l'attractivité d'une femme est beaucoup plus déterminée par sa présence, sa confiance, son énergie, sa façon d'être dans le monde que par ses caractéristiques physiques. Les hommes matures, les hommes qui ont vécu, qui ont de la profondeur, qui cherchent une relation réelle et pas juste une aventure. Ces hommes sont attirés par des femmes qui ont une présence, une histoire, une richesse intérieure. Et ces qualités, elles s'acquièrent avec le temps. Elles ne disparaissent pas avec l'âge, elles s'approfondissent. Une femme de 50 ans qui se connaît elle-même, qui a traversé des épreuves et en est sortie plus forte, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, qui a une vie riche et pleine, cette femme est infiniment plus attirante pour un homme de substance qu'une femme de 25 ans qui n'a pas encore cette profondeur. Ce n'est pas une consolation, c'est la réalité. Et je veux vous dire quelque chose d'encore plus important. Le vieillissement, quand on l'aborde avec grâce et avec une relation saine à soi-même, peut être une source de libération extraordinaire. Beaucoup de femmes me disent que leurs 50 ans ont été les meilleures années de leur vie, parce qu'elles ont arrêté d'essayer de plaire à tout le monde, parce qu'elles ont arrêté de se comparer. Parce qu'elles ont commencé à vivre pour elles-mêmes, parce qu'elles ont trouvé une liberté dans l'acceptation de qui elles sont que la jeunesse ne leur avait pas donnée. C'est ça la vraie attractivité. C'est cette femme qui a fait la paix avec elle-même, qui occupe son espace avec grâce et assurance, qui n'a pas besoin de l'approbation du monde pour se sentir entière. Cette femme est magnétique à tout âge. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'appelle la reconstruction après la perte. Parce que je sais que certaines d'entre vous écoutent ceci dans le contexte d'une séparation récente ou en cours. Et je veux vous parler directement à vous. La séparation, même quand elle est nécessaire, même quand elle est la meilleure décision, est une des expériences les plus douloureuses que nous puissions vivre.
Elle touche à notre identité, à notre sentiment de valeur, à notre peur de la solitude. Et dans cette douleur, il est très tentant de se concentrer uniquement sur la récupération de l'autre, sur ce qu'on aurait pu faire différemment, sur comment le faire revenir. Je comprends cette tentation. Mais je veux vous proposer une perspective différente, que vous vouliez récupérer votre partenaire ou non. Le travail le plus important que vous puissiez faire en ce moment n'est pas de travailler sur lui. C'est de travailler sur vous, parce que vous sortez de cette relation, quelle qu'en soit l'issue, vous en sortez transformé. Et la question est, vers quelle version de vous-même voulez-vous aller? La femme qui sort d'une séparation et qui se concentre uniquement sur la récupération de l'autre, qui passe ses journées à analyser ses comportements, à chercher des stratégies pour le faire revenir, qui met sa vie en pause en attendant une réponse, cette femme souffre doublement. Elle souffre de la perte et elle souffre de l'inaction vis-à-vis d'elle-même. La femme qui sort d'une séparation et qui décide, même dans la douleur, de se réinvestir dans sa propre vie, qui reprenne ses passions, qui retrouve ses amis, qui se développe, qui travaille sur sa sécurité intérieure, cette femme, paradoxalement, est beaucoup plus susceptible de récupérer son partenaire si c'est ce qu'elle veut, parce qu'elle redevient la femme attirante, pleine de vie, qui avait captivé son partenaire au départ. Et même si elle ne le récupère pas, elle construit quelque chose de précieux, une vie qui lui appartient vraiment. Je veux maintenant aborder quelque chose que j'appelle les mythes destructeurs de l'amour. Parce que nous vivons dans une culture qui nous a donné des idées très romantiques et très fausses sur ce qu'est l'amour et comment il fonctionne. Et ces idées fausses, ces mythes, contribuent indirectement au comportement dont nous avons parlé aujourd'hui. Le premier mythe, c'est l'idée que l'amour vrai suffit. Que si vous aimez assez, si vous donnez assez, si vous vous sacrifiez assez, la relation sera heureuse et durable. C'est faux. L'amour est nécessaire mais pas suffisant. Une relation épanouie demande aussi du respect mutuel, une communication saine, des limites claires, deux individus qui continuent à exister et à se développer indépendamment l'un de l'autre. Le deuxième mythe, c'est l'idée que votre partenaire devrait vous rendre heureuse, que son rôle est de combler vos besoins émotionnels, de vous faire sentir aimé, désiré, valorisé. Et bien sûr, un bon partenaire contribue à votre bonheur, mais votre bonheur ne peut pas dépendre entièrement de lui. Votre bonheur est votre responsabilité. Et quand vous attendez que votre partenaire vous rende heureuse, vous lui donnez un pouvoir sur vous qui crée de la dépendance et du ressentiment des deux côtés. Le troisième mythe, c'est l'idée qu'une bonne relation ne devrait pas demander d'efforts. Que si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, tout devrait couler naturellement sans travail, sans conflit, sans remise en question. C'est peut-être le mythe le plus destructeur de tous. Toutes les relations demandent du travail, toutes les relations traversent des périodes difficiles, toutes les relations demandent des ajustements, des compromis, des remises en question. Et ce travail, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est un signe que vous prenez votre relation au sérieux. Et le quatrième mythe, c'est l'idée que l'amour romantique devrait rester aussi intense qu'au début. Que si vous n'avez plus les papillons dans l'estomac, si la passion initiale s'est stabilisée, c'est que vous n'êtes plus amoureux, c'est faux. La passion initiale est biochimique. Elle est le résultat d'une cascade de neurotransmetteurs qui dure en moyenne entre 6 mois et 2 ans. Ce qui vient après, quand cette chimie initiale se stabilise, c'est quelque chose de différent et de potentiellement beaucoup plus profond. L'amour mature fait de connaissances profondes, de confiance, de complicité, de respect et d'une attraction qui doit être nourrie consciemment. Et nourrir cette attraction consciemment, c'est exactement ce dont nous avons parlé tout au long de cette conversation. C'est maintenir votre identité propre, c'est continuer à vous développer. C'est maintenir des limites claires, c'est communiquer de manière ouverte et directe, c'est vous respecter vous-même suffisamment pour inspirer le respect de l'autre. Je veux maintenant vous parler d'un dernier aspect, quelque chose que je considère comme la clé de voûte de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la pratique de la présence authentique. La présence authentique, c'est la capacité d'être vraiment là, vraiment vous-même dans chaque interaction avec votre partenaire. Pas la version de vous-même que vous pensez qu'il veut voir. Pas la version performative, celle qui essaie de plaire, d'éviter les conflits, de mériter l'amour. Mais la vraie vous, avec vos forces et vos vulnérabilités, avec vos besoins et vos désirs, avec vos opinions et vos contradictions. Cette présence authentique est à la fois la chose la plus simple et la plus difficile du monde. Simple parce qu'elle ne demande pas d'effort de performance, pas de stratégie, pas de calcul. Difficile parce qu'elle demande du courage, le courage d'être vu vraiment, le courage de risquer le rejet en étant authentique, le courage de ne pas se cacher derrière des masques protecteurs.
Et voici ce que je sais avec certitude après 30 ans de travail avec des couples et des individus. Les relations les plus belles, les plus durables, les plus passionnées que j'ai eu le privilège d'observer, ce sont celles où les deux partenaires avaient le courage d'être authentiquement eux-mêmes. Pas parfait, pas sans conflit, pas sans difficulté, mais authentique. Et cette authenticité crée entre eux une connexion d'une profondeur et d'une richesse que les relations performatives ne peuvent jamais atteindre. Vous méritez ce genre de relation. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment, pas pour la version de vous-même que vous pensez devoir être. Et pour attirer et maintenir ce genre d'amour, vous devez commencer par vous, accorder ce que vous voulez que votre partenaire vous accorde la permission d'être authentiquement vous-même. Voici donc un récapitulatif de ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Nous avons parlé de l'excès de disponibilité émotionnelle non réciproque et de la nécessité de réinvestir votre propre vie pour créer l'espace qui nourrit l'attraction. Nous avons parlé de la recherche constante de validation et de la nécessité de développer votre sécurité intérieure pour ne plus dépendre de l'approbation de l'autre. Nous avons parlé de la critique et du contrôle excessif et de la nécessité d'apprendre à exprimer vos besoins directement plutôt que d'attaquer l'identité de votre partenaire. Nous avons parlé de l'abandon de soi au nom de la relation et de la nécessité de maintenir votre identité propre, vos passions, votre vie personnelle. Nous avons parlé de la manipulation émotionnelle et de la nécessité d'exprimer vos émotions authentiquement et directement. Et nous avons parlé de l'absence de limites et de la nécessité de définir et de défendre clairement ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Ces 6 comportements, quand ils sont présents dans une relation, érodent progressivement le respect masculin et l'attraction. Et leur transformation, qui passait toujours par un travail profond sur votre rapport à vous-même, est la voie la plus puissante vers une relation où vous êtes vraiment vu, vraiment respecté, vraiment désiré. Je veux terminer cette conversation avec quelque chose qui me touche profondément. Je veux vous parler de la force extraordinaire des femmes de votre génération. Vous avez traversé des décennies de changements sociaux profonds. Vous avez dû vous adapter à des rôles multiples et souvent contradictoires, mère, professionnelle, partenaire, fille, amie. Vous avez souvent dû choisir entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, entre vos besoins et ceux de votre famille, entre qui vous étiez et qui on attendait que vous soyez. Et malgré tout ça, vous êtes là. Vous cherchez encore à comprendre, à grandir, à améliorer votre vie relationnelle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force remarquable. C'est la preuve de votre résilience, de votre intelligence émotionnelle, de votre engagement vers votre propre épanouissement. Et je veux que vous sachiez quelque chose que je dis avec toute la sincérité dont je suis capable. Vous n'êtes pas en compétition avec les hommes. Vous n'êtes pas inférieur aux hommes. Vous êtes différente des hommes avec des forces différentes, des vulnérabilités différentes, des façons de voir le monde différentes. Et ces différences, quand elles sont honorées et célébrées plutôt que niaises ou hiérarchisées, sont la source de la richesse la plus profonde que 2 personnes peuvent partager. Une relation entre un homme et une femme, quand elle est saine, quand elle est fondée sur le respect mutuel et l'attraction authentique, est une des expériences les plus belles et les plus nourrissantes que l'existence. Humaine peut offrir, et vous méritez cette expérience. Vous la méritez pleinement, complètement, sans condition. Alors je vous laisse avec cette invitation. Commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Choisissez une chose, une seule chose, parmi tout ce que nous avons discuté et commencez à la pratiquer. Réinvestissez une passion abandonnée, exprimez un besoin directement. Posez une limite. Faites 5 minutes de silence pour vous connecter à vous-même. Une chose, et observez ce qui se passe, parce que le changement ne commence pas avec les grandes décisions dramatiques. Il commence avec les petits gestes quotidiens, les petits choix répétés, les petits actes de respect envers vous-même. Et ces petits gestes, accumulés dans le temps, créent une transformation profonde et durable. Vous êtes remarquable, vous le savez peut-être au fond de vous-même, même si vous l'avez parfois oublié. Et mon travail, ma passion, ma raison d'être dans ce que je fais, c'est de vous aider à vous en souvenir. À vous souvenir de qui vous êtes vraiment, à vous souvenir de ce que vous méritez, à vous souvenir que vous avez le pouvoir de transformer votre vie relationnelle à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment. Si cette conversation vous a apporté quelque chose, si elle a résonné avec vous, si elle vous a donné une perspective nouvelle ou un outil concret, je vous invite à partager cette vidéo avec une femme dans votre vie qui en a besoin.
Parce que nous avons toutes besoin d'entendre ces choses. Nous avons toutes besoin d'être rappelés à notre propre valeur. Et en partageant, vous contribuez à créer un monde où les femmes se sentent plus fortes, plus sécurisées, plus elles-mêmes. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que chaque semaine je partage des outils, des réflexions, des recherches sur la psychologie des relations, sur le bien-être émotionnel, sur la façon de vivre une vie plus pleine et plus authentique. Et laissez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce qui vous a le plus touché, ce que vous allez commencer à faire différemment dès aujourd'hui. Parce que votre vie, votre bonheur, votre épanouissement, ça compte. Vous comptez et je suis là chaque semaine pour vous le rappeler. Prenez soin de vous. Avec toute ma sincérité et toute mon admiration pour les femmes extraordinaires que vous êtes.